Bienvenue à la Chambre de métier en ligne. Je m'appelle Alexis et Rémi est avec moi pour ce webinaire consacré à la gestion de l'eau dans les brasseries et distilleries. Ce webinaire il s'inscrit dans le plan de sobriété hydrique de la préfète de région dans le cadre du contrat avec le conseil régional. Et ça bénéficie également du soutien de l'Europe. Je vous propose qu'on attaque tout de suite avec l'eau. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'eau aujourd'hui? Et je vais passer la main à Rémi pour vous présenter ce sujet. Merci Alexis pour l'introduction. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc de mon côté, là, je vais faire rapidement l'introduction sur l'eau en France. Voilà, présenter quelques slides donc sur la situation hydrique en France actuellement, comment vont évoluer les tarifs de l'eau, et également vous présenter le plan eau de l'État. Voilà, donc sans plus attendre, je vous présente donc la situation des nappes phréatiques au 1er août 2023. Donc selon le BRGM, qui est le Service géologique national. Donc, on peut voir sur cette carte, selon la légende, avec le code couleur suivant, que les couleurs rouge, orange, jaune sont des niveaux bas à très bas, en vert, c'est plutôt la moyenne, et en bleu, ce sont des niveaux hauts. Donc, comme les mois précédents, au niveau national, les nappes phréatiques sont à un niveau assez bas, c'est plus de 72% des nappes phréatiques qui sont sous les moyennes mensuelles. Voilà, donc ça confirme la tendance actuelle, donc des étés très, très chauds en 2022-2023 qui ont été les années les plus chaudes, des hivers très secs et des périodes de recharge insuffisantes. Et donc, on a une eau qui est sous tension au niveau national. Pour rappel, au niveau des nappes phréatiques, c'est 60% de notre consommation d'eau qui vient des nappes phréatiques. Voilà. Et on peut voir aussi que sur la carte, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont principalement donc, les départements Isère, Drôme et Ardèche qui sont très, très fortement perturbés, très fortement donc asséchés. Et donc, ça peut amener, et ça a amené cet été donc, à des restrictions de consommation d'eau. Par exemple, sur certains territoires, il peut y avoir des arrêtés sécheresse, comme ici, un autre site de l'État, donc le site ProPluvia. Donc, le site ProPluvia, lui, permet donc de consulter au jour le jour les arrêtés sécheresse sur votre territoire. Donc, les départements peuvent mettre des arrêtés sécheresse sur une certaine zone de leur territoire. Et donc, ça va de vigilance en gris jusqu'à rouge où c'est un état de crise. Donc, vigilance, ça va simplement être des préconisations et des informations pour inciter à diminuer les consommations d'eau. Et à partir d'alerte, vous avez vraiment une restriction des usages, que ce soit pour arroser le jardin, des restrictions sur les activités nautiques, interdiction d'arroser les golfs, de laver sa voiture, etc. À partir de crise, vous avez vraiment une interdiction de tous les usages, sauf les usages prioritaires, comme la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité. Donc, à savoir, cette carte-là date du 31 août, c'est actualisé tous les jours. Au 31 août, c'était près de 40 départements qui avaient adopté des mesures de crise. À savoir que début juillet, c'était seulement 12 départements. Donc voilà, une grosse sécheresse cet été, beaucoup de départements concernés par des arrêtés sécheresse. Et donc, ça nous donne actuellement une carte assez rouge-orangée. Pareil, toujours au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, on peut voir que c'est l'Ain, l'Ardèche, la Loire, le Puy-de-Dôme qui sont actuellement en crise. Et donc, ça m'amène à vous poser la première question du sondage qui va s'afficher à l'écran tout de suite. Tac. Voilà. Est-ce que vous avez déjà été soumis donc, à une restriction d'eau? Voilà, donc normalement, le sondage s'affiche à l'écran. Vous pouvez donc d'ores et déjà donc, répondre. Est-ce que vous avez déjà été soumis à une restriction d'eau? Est-ce que ça n'a jamais été le cas? Est-ce que ça a été 1 à 2 fois sur les 10 dernières années? Ou alors une fois tous les ans, tous les 2 ans? Voilà. Donc voilà, je vois déjà les réponses qui s'affichent. Donc pour l'instant, on a une majorité jamais. Il y en a 2 qui ont été soumis, donc tous les ans, tous les 2 ans. Et une réponse qui a été une fois sur les 10 dernières années. Donc voilà, c'est une situation qui va probablement arriver de plus en plus fréquemment, avec des étés de plus en plus chauds. Et donc, c'est bien d'anticiper dès aujourd'hui un petit peu les futures probables restrictions et surtout de s'adapter au plan eau qui a été annoncé par l'État. Donc, le plan eau de l'État qui a été annoncé en mars dernier, qui vise une réduction de 10% des consommations d'eau sur tous les secteurs. Donc, que ce soit auprès des entreprises, des associations, des citoyens, des collectivités, etc. Le but va être vraiment de réduire les consommations d'eau auprès de tous les acteurs économiques. Et donc, ça va s'inscrire sur plusieurs axes, donc notamment la sobriété dans tous les usages et dans la durée. Également une lutte contre les fuites en modernisant le réseau et surtout la mise en place d'une tarification progressive de l'eau.
Donc ça, c'est-à-dire que le prix de l'eau va être amené à évoluer selon votre consommation. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain volume de consommation, l'eau va augmenter. Et donc, plus vous consommerez d'eau, plus elle sera chère. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser Alexis présenter donc l'eau dans les secteurs des brasseries et distilleries artisanales. Merci. Voilà, maintenant qu'on a vu le contexte national et régional au niveau de l'eau, on va voir un petit peu comment ça se passe chez vous et comment sont réparties les consommations. Donc, les données que vous voyez ici sont issues des données qui ont été récupérées lors des diagnostics réalisés par les experts de la Chambre de métier. Donc, on a 22% environ de l'eau que vous utilisez qui est mise dans la recette. Donc là, on ne va pas vous demander de changer la recette. On comprend bien que c'est incompressible. L'eau de refroidissement qui peut représenter de 0 à 30% en fonction de si on a un circuit fermé ou pas. Donc, circuit fermé, 0. 30%, c'est quand on jette l'eau directement à l'égout après refroidissement. Et le nettoyage qui représente souvent plus de 50% des consommations. Donc, un des postes les plus importants et sur lequel il peut y avoir quelques marges de manœuvre. C'est également les postes qu'on retrouve en distillerie. En distillerie, l'eau de refroidissement est aussi utilisée et il y a également une grande partie d'eau de nettoyage. Pour vous donner des ordres de grandeur un petit peu, on a 110 mètres cubes consommés par équivalent temps plein par an dans les brasseries, ce qui est à peu près équivalent à un coiffeur pour l'anecdote. 1,5 mètre cube tous les 1000 € de chiffre d'affaires générés et 7 litres d'eau en moyenne par litre de bière dans les brasseries artisanales. Donc, si on veut continuer à dire pour sauver l'eau, buvez de la bière, eh ben, on va essayer de tirer tout ça encore un peu plus bas. Chez vous, il y a également une problématique de chauffage de l'eau, puisque pour l'empâtage et l'ébullition, on chauffe le liquide à une température assez élevée, de 80 à 100 degrés. Donc, on vous met les prix ici pour chauffer 1 hectolitre. Donc, l'eau froide coûte encore très peu cher. 1 hectolitre, c'est autour des 40 centimes. Mais le chauffage de cet hectolitre peut représenter jusqu'à en moyenne, représente 16 € de dépenses énergétiques. Ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de l'efficacité de vos systèmes de chauffage. Donc, pour 200 hectolitres, qui est une petite brasserie, une brasserie assez modeste du point de vue de sa taille, ça représente tout de même une facture de plus de 3 000 €. Donc, ça peut être aussi un sujet intéressant à réfléchir. 1, d'économiser l'eau et 2, d'optimiser vos systèmes de chauffage pour éviter d'en perdre dans la nature. Alors, dans les brasseries, on est aussi parfois soumis à des contraintes dues à la réglementation sur les rejets des activités économiques. Vous êtes censé demander une autorisation de déversement à la collectivité. En dessous de 400 litres par jour, on considère que la nuisance est négligeable et donc ce n'est pas spécialement nécessaire d'installer des pré-traitements. Mais au-delà des 400 litres par jour, il est possible que la collectivité vous oblige à installer un système de pré-traitement ou une cuve tampon pour éviter des rejets trop massifs, trop chargés et trop massifs. Il est interdit évidemment de rejeter ces eaux dans le milieu naturel ou dans le réseau des eaux pluviales, qui n'est pas conçu pour ça. Pour la purge des levures, éviter le rejet dans le réseau, c'est des choses qui peuvent être compostables ou épandables. Éviter au maximum de les rejeter dans le réseau, ça perturbe les stations d'épuration et ça peut colmater également les réseaux. Un petit point aussi qui est lié à la réglementation au rejet, pour être en cohérence avec les normes de la station d'épuration locale et donc faciliter son fonctionnement et donc potentiellement réduire vos impôts à long terme. Alors, je plaisante, mais il faut essayer au maximum de neutraliser vos rejets, de ne pas lancer l'acide tout seul et la base plus tard, mais bien de les neutraliser avant et de les envoyer ensuite vers le tout à l'égout. Donc, on va se demander du coup comment on va agir pour essayer de réduire les consommations. On va vous proposer quelques pistes. On est aussi en train
d'étudier le sujet de plus en profondeur, mais on est ici pour vous proposer des pistes de réflexion et des débuts de solutions. Rémi, je te passe la main. Merci. Donc, tout d'abord, avant de passer donc aux équipements un peu consommateurs, c'est important de penser à votre aménagement. Il y a des étapes clés de la vie de votre entreprise durant lesquelles c'est plus simple, on va dire, de mettre en place des actions, notamment au niveau de votre organisation, pour réaliser des économies, que ce soit des économies sur les consommations d'eau ou encore d'énergie. Que ce soit pour l'installation, des travaux de rénovation ou encore des déménagements. C'est à ce moment-là, voilà, qu'il faut se poser les questions. Quel moyen de chauffage? Comment et où installer mes équipements et surtout connaître les dispositifs d'aide. Il y a de nombreux dispositifs d'aide qui se mettent en place, qui évoluent. Voilà, c'est important donc de les connaître et c'est pourquoi je rappelle le rôle de la Chambre des métiers. On peut vous accompagner dans ces étapes, on peut vous informer sur les dispositifs d'aide en cours. Donc encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous à ces étapes clés-là justement de la vie de votre entreprise. Ensuite, concernant donc les consommations d'eau, donc pour vraiment commencer à réduire vos consommations d'eau, c'est important de les maîtriser dans un premier temps. Donc les maîtriser, c'est connaître donc vos consommations d'eau à travers donc soit un suivi des factures, mais encore aussi avec un suivi donc du compteur d'eau individuel. Donc sur les factures, c'est très simple, hein, vous avez 2 factures par an. Une facture est composée donc de 3 parts. Vous avez la part distribution, donc ici on voit en haut à droite qui est en bleu. Donc c'est vraiment la part liée à votre abonnement et à votre consommation d'eau en mètres cubes. Vous avez la part assainissement, donc en vert hein, sur le graphique. C'est la part donc liée au traitement de votre eau usée et la part donc qui sont des charges en jaune. C'est la part donc aux organismes publics. Donc ce sont les charges et les taxes pour moderniser le réseau et lutter contre la pollution entre autres. Aussi, ce qui est important de réaliser en plus de ça, c'est un suivi des consommations sur votre compteur d'eau. Voilà, c'est pertinent de réaliser un suivi assez régulier tous les mois, voilà, afin de connaître un petit peu votre consommation en mètres cubes, voire toutes les semaines, voire par brassin de production, pour un petit peu voilà, connaître votre production à vous, connaître votre consommation et surtout suivre l'évolution. Si jamais vous décidez de mettre en place une action qui vise à réduire les consommations d'eau, vous pourrez directement mesurer l'impact de cette action. Aussi, faire un suivi régulier du compteur vous permet de détecter des surconsommations. À la différence d'une facture, vous pouvez détecter une fuite, pardon. Sur une facture, vous pouvez le voir 6 mois trop tard. Si vous le faites régulièrement sur votre compteur, vous pouvez le détecter directement, enfin assez régulièrement. Donc voilà, c'est pertinent de suivre vos consommations via ces 2 moyens, sur les factures et sur votre compteur d'eau. Et ça m'amène directement à la deuxième question du webinaire. À quelle fréquence est-ce que vous regardez votre compteur d'eau? Voilà, donc encore une fois, il s'affiche à l'écran. Je vous laisse y répondre rapidement. Quelques secondes. Voilà, donc on a la majorité, c'est une fois par an. Voilà, donc une fois par an. Je vous invite quand même à le faire plus régulièrement, au moins pour connaître votre consommation en mètres cubes par mois, voire semaine, ça pourrait être plus pertinent. Voilà, de rester un petit peu à l'affût de vos consommations d'eau, surtout vis-à-vis des arrêtés sécheresse qui peuvent être mis en place, ou encore si vous désirez mettre en place des actions d'économie d'eau, ça vous permettra de mesurer directement l'impact que ça a sur votre production. On en a 2 qui ne le font jamais, donc ça, vraiment, au moins le faire une fois par an, voire plus, hein, c'est vraiment conseillé et pertinent. Je continue du coup avec les autres actions. Donc, avant de passer vraiment aux équipements, je rappelle l'importance de coupler, on va dire, ces équipements-là avec des éco-gestes ou encore des actions peu coûteuses à mettre en place. Par exemple, vous pouvez installer des mousseurs d'eau hydroéconomes ou encore des bus d'économie d'eau sur vos postes, donc plonge, voire sanitaire, pour réduire donc, le débit, mais en gardant une pression équivalente. Ça vous permet de diminuer voilà, quand même vos consommations d'eau sur ces postes-là. Choisir des équipements faciles à nettoyer, que ce soit donc avec des cuves lisses, arrondies et surtout facilement accessibles pour faciliter le nettoyage et encore une fois diminuer ce poste-là. Grouper dans la mesure du possible vos productions, voilà, afin de limiter donc, les apports qui sont nécessaires en nettoyage. Hein. Après un brassin, par exemple, vous enchaînez donc 2 brassins, ça vous évite d'avoir à nettoyer entre les 2 brassins. On va insister là-dessus par la suite, il y aura une slide dédiée. Et surtout, un point important, c'est sensibiliser votre personnel. Voilà, donc sensibilisez-le aux éco-gestes que vous souhaitez mettre en place. Savoir que des salariés voilà, convaincus, sensibilisés, seront plus efficaces dans la mise en place de ces éco-gestes. Donc, formez-les sur les pratiques donc, plus économes.
que ce soit donc à travers une utilisation raisonnée de l'eau, respecter les dosages, les consignes de nettoyage, etc. Et surtout impliquer-les dans les résultats. Voilà, entre autres. Et donc maintenant, on va passer donc aux équipements qui peuvent être mis en place. Donc tout d'abord, à travers le refroidissement. Donc on l'a vu, Alexis l'a très bien présenté donc en début de slide, le refroidissement pour présenter jusqu'à 30% des consommations d'eau dans le secteur de la brasserie. Donc des actions sont possibles pour réduire ce poste-là, notamment via un échangeur à plaques. Donc comme vous voyez en haut à droite, donc cet équipement-là est présent dans la majorité des brasseries artisanales. Donc, il permet, je ne vais pas détailler vraiment le fonctionnement, mais en gros, il permet donc de transférer la chaleur entre deux fluides en évitant de les mélanger. Et donc, l'idéal, ce serait de récupérer cette eau de refroidissement-là et surtout la chaleur. Donc, tout d'abord, afin de savoir si vous avez un échangeur à plaques bien dimensionné qui vous permet d'économiser le maximum d'eau, il doit vous permettre 3 points. Donc, refroidir le mou de 100 à 20 degrés, d'avoir une eau de refroidissement qui ressort entre 50 et 60 degrés, et surtout d'avoir une consommation d'eau de refroidissement comprise entre 1,2 et 2 litres par litre de mou refroidi. Voilà, si ces conditions-là ne sont pas remplies, il est préconisé donc de vérifier donc, le dimensionnement de votre échangeur à plaques donc auprès d'un fabricant et de le remplacer le cas échéant. Donc ensuite, concernant donc l'eau de refroidissement, donc après le refroidissement via l'échangeur à plaques, vous pouvez donc rediriger cette eau vers une cuve tampon, donc une cuve de stockage, pour pouvoir la réutiliser dans le processus, que ce soit pour le nettoyage ou encore le brassin suivant. Donc on l'a vu, au niveau du refroidissement, il faut à peu près 1,5 litre d'eau pour refroidir un litre de bière. Pour environ 500 hectolitres par an, ça représente quand même une économie de 75 mètres cubes d'eau. Donc c'est non négligeable et au niveau financier, c'est 300 € d'économie par an. Donc voilà, vous pouvez réutiliser cette eau-là pour nettoyage qui est plus simple, mais également pour le brassin suivant. Donc l'eau est déjà chaude et donc ne nécessitera pas de la réchauffer, donc nécessitera moins d'énergie, on va dire, pour la réchauffer. Vous pouvez même isoler votre cuve tampon pour conserver la chaleur, à savoir qu'une cuve bien isolée perd seulement 5 degrés, donc en 24 heures. Donc, vous pouvez même enchaîner le brassin plusieurs jours après, on va dire. Donc, en plus de réaliser des économies d'eau, ça vous réalise aussi des économies d'énergie, on l'a dit. Il faudra moins d'énergie pour chauffer l'eau. Et donc, on l'a vu, il y a des brasseries qui ont mis ça en place, notamment une qui s'est mise à récupérer l'eau chaude et qui a réduit sa consommation de gaz de 3 à 2 bouteilles pour 2 brassins. Donc, c'est une économie de 30% de consommation d'énergie. Voilà, Alexis, je te laisse prendre le relais pour le circuit fermé. Merci Rémi. Alors, je me permets de vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un onglet qui est spécialement dédié à ça et on aura un petit temps pour y répondre. Et on sera également accompagné de Maxime Charles, qui est gérant de la brasserie des Funambules, qui va venir en fin de webinaire pour nous présenter ces équipements un petit peu particuliers, disons, qu'on ne retrouve pas dans toutes les brasseries artisanales. Vous présenter son retour d'expérience avec ces équipements-là, quelques bonnes pratiques qu'ils ont mis en place dans la brasserie et éventuellement répondre aussi à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas, il y aura une intervention d'un de vos pairs en fin de webinaire et un onglet questions qui est à votre disposition. Donc, pour l'eau de refroidissement, en effet, on peut soit la récupérer dans une cuve tampon pour en faire une utilisation ultérieure pour du nettoyage ou un autre brassin, mais on peut aussi éventuellement créer un circuit fermé d'eau de refroidissement. Là, ça permet du coup d'avoir une consommation qui est totalement en circuit fermé, donc à zéro à l'année. Alors, il y a quelques contraintes, c'est évidemment d'attendre que l'eau redescende en température naturellement, et ce qui permet aussi de faire des économies d'énergie par rapport à un refroidissement de l'eau à l'aide d'un équipement. Selon la région, il peut y avoir nécessité l'été d'avoir un refroidisseur intégré au système si jamais vous voulez continuer à brasser en juillet et août. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant d'installer et on peut le faire de plusieurs manières, soit un petit peu comme sur le dessin, je dirais en mode low-tech, comme on pourrait dire aujourd'hui, c'est-à-dire avec quelque chose qu'on peut, entre guillemets, bricoler, mais qui marche très bien, qui a été déjà vu dans des brasseries. Je pourrais vous donner éventuellement des coordonnées de personnes qui pourront vous renseigner. Ou alors investir dans un système un peu plus coûteux, mais plus facile à l'utilisation aussi et qui garantit une température adaptée à votre eau de refroidissement. On verra ça peut-être avec Maxime tout à l'heure qui nous présentera son système.
Donc voilà, et avec deux GRV, une pompe de relevage, on peut s'en sortir pour un investissement qui est vraiment minime et permettre d'économiser toutes ces eaux de refroidissement, surtout si actuellement vous ne les réutilisez pas. On peut également introduire le sujet de l'eau de pluie qui commence à prendre de l'importance avec ces questions de sécheresse qui sont de plus en plus visibles. La récupération d'eau de pluie est donc quelque chose qui est poussé au niveau de l'État et par l'ADEME, l'ADEME qui propose des aides appelées tremplins qui sont dédiées donc, aux TPE et PME. Alors, il n'y a pas que les eaux de pluie, je vous invite à aller regarder si jamais vous êtes curieux. Mais c'est donc les cuves d'eau de pluie, sachant qu'une cuve d'eau comme celle qu'il y a sur l'image, c'est à peu près 4 500 €. 2 500 € d'aide, c'est quand même non négligeable sur ce coût-là. L'intérêt d'une cuve de récupération d'eau de pluie, c'est surtout de s'affranchir d'éventuelles restrictions, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une zone qui est en rouge, en état d'alerte, en état de crise, vous risquez d'être potentiellement limité un jour par les gestionnaires de réseau et la collectivité, alors que si vous avez votre eau de pluie qui est stockée chez vous, vos 10 mètres cubes, vous avez de quoi refroidir quelques brassins sans vous inquiéter des restrictions d'eau qui sont mises en place au niveau de votre collectivité. Ça peut aussi être le lieu d'un engagement environnemental pour ceux qui souhaitent aussi prendre part à cet effort. Alors, on va passer au second grand poste de consommation compressible dans vos activités, que sont le nettoyage des équipements et des locaux. On ne cessera pas de le dire, c'est vraiment une des préconisations, une des actions qui aura le plus grand effet sur vos consommations d'eau, d'énergie et sur le temps que vous prendrez à nettoyer ces équipements, c'est vraiment d'enchaîner les deux brassins. C'est ce qui ressort de la consultation des différents brasseurs qu'on a pu rencontrer. Grouper les brassins quand c'est possible. Alors, on sait que ça peut être fatigant si on n'est que deux. Dans une petite brasserie, ce n'est pas toujours évident, mais au moins d'en enchaîner deux, c'est vraiment intéressant au niveau des consommations d'eau, d'énergie et de temps. Le nettoyage en place, ou CIP, qu'on appelle aussi en version anglaise, qu'on retrouve dans pas mal de brasseries, vous en êtes peut-être déjà équipé. C'est donc un système de nettoyage automatique qui va doser automatiquement la soude, l'acide, l'eau, qui va l'envoyer dans les cuves avec un diffuseur pour permettre de nettoyer avec une efficacité constante et régulière. On gagne du temps, on réduit son exposition aux produits chimiques, ce qui n'est jamais très bon. Et l'eau est réutilisée dans ces systèmes-là, donc elle est réutilisée plusieurs fois avant d'être rejetée à l'égout. Il y a également une fonction de neutralisation automatique des effluents, donc ça mélange l'acide et la base pour faire quelque chose avec un pH plus acceptable pour la station d'épuration. Pour les petites cuves de moins de 10 hectolitres, on peut encore envisager un nettoyage à la main qui peut être satisfaisant et en étant très précautionneux, on peut arriver aussi à réduire un petit peu ses consommations là-dessus. Mais au-delà de ces 10 hectolitres, les systèmes de nettoyage en place ou de CIP sont plus que nécessaires puisqu'on ne peut plus aller appliquer le produit soi-même à l'intérieur de la cuve qui est bien trop grande. Pour le nettoyage des sols, on préconise assez fortement d'utiliser des nettoyeurs haute pression. Ça permet de réduire fortement les consommations d'eau en comparaison avec un tuyau classique d'arrosage, qui ressemble à un tuyau d'arrosage, qui a un débit vraiment supérieur. C'est quelque chose qui est très efficace, qui permet de nettoyer en profondeur et qui, du coup, comme vous le voyez en bas à droite, en fait, consomme pas plus d'eau qu'un robinet équipé d'un mousseur. Donc, ça serait dommage, entre guillemets, de s'en priver. On gagne du temps, on économise de l'eau et on a un nettoyage qui est très efficace. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure également, pensez dès l'installation une surface qui est facile à nettoyer, carrelage, résine. C'est toujours plus simple que du béton qui peut être un peu poreux, qui est là beaucoup plus complexe à désincruster et à nettoyer.
Au niveau des produits de nettoyage, alors, il y a plein de produits, hein. Donc, pour vos cuves, on sait que vous avez besoin d'acides et de bases spécifiques, mais pour le nettoyage du reste de l'atelier, de la brasserie, on ne peut vous conseiller que d'aller vers les produits écolabellisés. Ces produits-là, ils ont bénéficié de tests pour leur biodégradabilité et pour leur caractère non nocif pour l'environnement. Il y a beaucoup d'écolabels qui existent, hein. Faites attention, il y a beaucoup de marques qui font des labels internes, donc qui créent leur propre label pour ensuite afficher sur leurs produits un label vert. Mais ceux-là n'ont pas grande valeur, disons. Donc, on vous en a sélectionné 4 parmi les plus connus et les plus reconnus par leur sérieux. Donc, ce sont l'écolabel européen, son équivalent français, le label NF Environnement, le label EcoCert, les labels qui sont garantis par EcoCert, et le label Nature et Progrès, qui est un des labels les plus exigeants sur ces produits de nettoyage. Sachant que beaucoup de ces labels sont également valables pour la lessive, les produits textiles et l'ameublement. Donc l'idée, pour vous simplifier la vie, c'est d'essayer de viser ces 4 logos pour diminuer l'impact, en tout cas des rejets de votre nettoyage, de vos produits de nettoyage. Donc, on va passer ensuite à l'intervention de Maxime Charles, si jamais il est prêt. On a été un petit peu plus vite que prévu. Maxime, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux nous répondre dans le chat? Il est prêt. Maxime est prêt. Ready. Donc, on va inviter Maxime à monter sur scène. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, est-ce que tu as reçu l'invitation, Maxime? Peut-être cliquer pour monter sur scène. Magnifique. Bonjour, Maxime. Bonjour à tous. Merci de ta présence et merci de nous accorder un peu de temps. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, je vais te laisser, si tu veux, prendre la parole pour présenter un petit peu le système que tu as, les bonnes pratiques que vous avez mises en place, les retours d'expérience à propos de tes équipements et peut-être des pistes pour le futur, pour des solutions encore plus innovantes sur les économies d'eau dans la brasserie. Ok. Alors du coup, pour me présenter rapidement, donc, je suis co-gérant de la brasserie Funambule. On a créé la brasserie en 2016 en Savoie. On est certifié bio, donc on n'utilise que des matières premières bio. Et une des ambitions de la brasserie, c'était de minimiser les utilisations d'eau et d'énergie, d'être le plus neutre possible. Donc après, on a fait avec ce qu'on pouvait en termes de moyens financiers. Mais voilà, donc là, on est à la fin de la 7e année. On a fait un gros développement en 2019. Donc on a changé de local. À l'époque, on brassait sur du 5 hectolitres. Là, on est passé sur du 20 hectolitres. Et donc 1000 hectolitres année. Et on a profité de ce développement pour faire un investissement sur du matériel qui nous semblait assez efficient en termes d'énergie et puis de consommation d'eau. Donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait à cause du budget, mais on a quand même fait quelques améliorations que je vais vous présenter tout de suite. Donc le premier point qu'on avait, c'était que dans le nouveau local, on avait une toute petite arrivée d'eau. Et plutôt que de faire un gros raccordement, on a préféré mettre une cuve tampon. Donc, on a mis une cuve tampon de 100 hectolitres. Et ça nous permet donc, on a fait un réseau en interne avec une pompe de relevage dans la brasserie. Donc, ça nous a vraiment permis d'avoir tous les débits qu'on voulait, où on voulait dans la brasserie. Et surtout, ça nous permet d'avoir un peu d'inertie s'il y a des coupures sur la ligne, ou si un jour, par exemple, on a des restrictions. La semaine dernière, il y a eu des coupures sur le réseau, donc c'était que quelques heures. Et pendant ces quelques heures, nous, on pouvait utiliser l'eau avec les débits qu'on voulait sur la brasserie parce qu'on a cette cuve tampon. Donc le gros intérêt, c'est qu'on peut traiter en amont aussi l'eau avec des filtres qui ne sont pas des gros filtres avec une grosse capacité. Là, on a des petits filtres charbon
des filtres à sable pour enlever toutes les particules. Si on devait traiter directement sur un réseau avec une grosse arrivée, il faudrait des filtres beaucoup plus gros et beaucoup plus onéreux, qui demandent aussi plus d'entretien. Donc, s'il y a la coupure, il y a de l'inertie. Les inconvénients d'une cuve comme ça, c'est que par contre, il y a l'entretien de la pompe. Donc là, c'est grosse pompe de relevage et puis l'entretien de la cuve. Donc, il faut faire des nettoyages aussi 1 à 2 fois par an de la cuve parce qu'elle s'encrasse petit à petit. Et puis l'entretien des filtres en amont. Couplé à ça, on a une autre cuve de 70 hectolitres qui nous permet de stocker l'eau froide qui va après servir au refroidissement du brassin. Donc, en fait, en capacité totale, on a 170 hectolitres en capacité tampon pour 1000 hectolitres produits année, donc pour des brassins de 20 hectolitres. Ça nous permet d'avoir quelques brassins d'avance s'il y a une coupure sur le réseau. Et après, dans les gros points qu'on a essayé d'améliorer, c'était la chauffe. Avant, on était en chauffe directe avec des résistances directement dans la cuve. Gros problème des résistances, c'est que pour le nettoyage, c'est assez compliqué. Du coup, là, on est passé sur des cuves avec des doubles enveloppes, chauffage par vapeur. Et donc là, on a investi dans un générateur de vapeur avec plusieurs éléments qui permettent de récupérer soit de l'eau, soit de la chaleur. Donc, un des premiers éléments, c'est une ligne. On a fait une ligne de récupération de condensat. Donc, en fait, tout notre circuit vapeur, il est en circuit fermé. Quand la vapeur passe dans la cuve, elle se condense. Les condensats sont récupérés dans une cuve qui est réinjectée après dans le générateur vapeur. Donc, une fois que le générateur vapeur est mis en route, on n'a que quelques degrés, on va dire, de perte pendant l'ébullition qui sont après repris par le générateur, mais on a un gros gain de calories. L'autre solution qu'on a eue aussi là-dessus, c'est qu'on a un serpentin qui passe dans la cheminée d'évacuation des fumées du brûleur. Donc là, c'est un générateur de vapeur à gaz. Donc ce serpentin, l'eau d'alimentation du générateur de vapeur va passer par serpentin et va se préchauffer par les vapeurs de brûlage du brûleur avant de rentrer dans le générateur vapeur. Donc, on a aussi un gain de calories là-dessus. Et puis après, je crois que c'est à peu près tout sur celui-ci. On a aussi une injection de vapeur directe pour préchauffer le ballon de récupération des condensats. Donc ça, c'est quand on va l'allumer, par exemple, on ne l'a pas allumé de la semaine, le ballon de condensat est froid. Et bien, le préchauffage, il se fait par injection de vapeur directe, donc on n'a pas de perte d'eau, la vapeur est transformée en eau et elle réchauffe en même temps le volume et du coup on a peu de perte de calories par rapport à un système qui sera indirect comme un échangeur. Après, sur l'installation de brassage à proprement parler, on a un récupérateur, un condenseur de vapeur. Donc plutôt que de rejeter les vapeurs d'ébullition dans l'atmosphère, on va avoir une espèce d'échangeur tubulaire. Donc, en gros, c'est plusieurs tuyaux qui sont eux-mêmes dans un gros tuyau, dans un gros tube. D'un côté, on va avoir de l'eau froide qui va passer, qui va refroidir les vapeurs d'ébullition. Ces vapeurs d'ébullition qui sont chargées en molécules, notamment les DMS, nous, on ne peut pas les réutiliser en tant que telles. Donc, elles vont se condenser en partie blanche. Et par contre, l'eau qui se réchauffe dans cette colonne de vapeur, elle, vu qu'elle est propre, elle va repartir dans notre cuve de stockage d'eau chaude. Donc ça permet d'avoir en entrée une eau qui est à 15 degrés, en sortie, elle est à 80 degrés. Et ça permet de récupérer quasiment 1000 litres d'eau chaude par brassin de 20 hectos. En plus de ça, comme vous parlez tout à l'heure, on a un système d'échangeur à plaques. Donc là, on a une cuve tampon, donc la cuve de 70 hectos d'eau froide, qui passe dans l'échangeur à plaques. Il est dimensionné pour qu'en sortie, on sorte à 80 degrés quasiment. Et cette eau-là, elle est totalement récupérée dans une batch d'eau chaude. Et du coup, elle est soit réutilisée pour le brassin suivant, soit utilisée pour le nettoyage. On a également fait un circuit d'eau chaude avec un surpresseur dans la brasserie pour les différents plans d'utilisation. Donc, elle est redistribuée aussi là-dessus. Après, un autre point où on a essayé de gratter un peu d'eau, c'était la laveuse en futeuse. Donc là, on a demandé un bac supplémentaire sur un bac de récupération de la dernière eau de rinçage de la soude.
Donc, en gros, dans le cycle de lavage des fûts, il y a injection d'eau, des purges, de la soude. Et cette soude, elle est rincée avec de l'eau chaude. Et plutôt que de la jeter dans le drain, elle est récupérée dans un bac et elle va servir pour le premier rinçage du fût suivant. Du coup, ça permet de récupérer, je crois que c'est de l'ordre de 5 litres par fût, quelque chose comme ça. Donc, sur des grosses sessions de fût, ça fait quand même un certain volume d'eau qui est récupéré. On a profité aussi du changement de local pour refaire tout le sol de la zone de production. Donc là, c'est un certain budget aussi, mais on a pu mettre du carrelage, c'est du carrelage spécial brasserie, donc qui permet vraiment d'évacuer l'eau avec des joints anti-acides, et une pente et un drain central. Donc là, on a vraiment une facilité pour le nettoyage qu'on n'avait pas avant dans l'ancien local. Et du coup, pour le nettoyage du sol, on passe beaucoup moins d'eau qu'avant. Je regarde mes petites notes. Bon, le Karcher, on en a déjà parlé. En plus du Karcher, nous, ce qu'on utilise pour le nettoyage annuel, on va dire, des cuves, ça va être un canon mousseur. Là, ça permet en gros, on a un produit, là, c'est un produit alcalin, ça va être de la soude avec des agents de rétention et des agents moussants. Ça va permettre de faire tenir une mousse sur les cuves qui va venir nettoyer la cuve. Et après, on a juste à rincer, soit avec le Karcher, soit avec un jet d'eau. Et ça évite d'utiliser trop d'eau et trop de produits pour le nettoyage extérieur des cuves. Après, l'autre gros point qui a été soulevé, c'était le CIP. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 bacs sur un CIP classique. On a un bac soude, un bac acide peracétique. Et pour l'acide peracétique, plutôt que de le jeter à chaque fois, on a acheté des bandelettes, ça s'appelle des bandelettes APA. C'est des bandelettes qui permettent de voir la concentration d'acide peracétique. Et du coup, ça nous permet de pouvoir le garder ou le reconcentrer un petit peu sur une semaine. Et du coup, on le change qu'une fois toutes les semaines. Ça évite, ça fait vite des gros gains. Nous, on a un CIP qui fait 300 litres à peu près. Donc, ça fait vite des gros gains de volume. Et pour la soude, là, on le fait plus de façon empirique. On va regarder si elle est pas trop sale et si elle a encore un aspect un peu, on va dire, gluant. Et on la reconcentre plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit très sale et où là, on la change. Et du coup, après, ça part en cuve tampon avec le peracétique. Mais après, il existe des CIP où on peut s'équiper de conductimètres qui permettent vraiment de savoir la concentration de la soude. Le fournisseur, normalement, il est en mesure de fournir les données de conductivité en fonction de la concentration. Et du coup, on peut vraiment savoir avoir toujours la même concentration et doser juste la soude qu'il faut et l'eau qu'il faut à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Ce qu'on fait aussi, c'est sur la petite cuverie qui n'est pas isolée, par exemple quand on fait des limonades ou sur tout ce qui va être les filtres, ce qu'on a d'autre, la tuyauterie, on va faire de la désinfection vapeur. Du coup, là, ça évite de passer un volume de peracétique et du coup beaucoup d'eau avec du rinçage. Là, la vapeur, elle va avoir le même rôle de stérilisation que le peracétique, sauf qu'on utilise beaucoup moins d'eau. Le point négatif, c'est qu'on va utiliser un peu plus d'énergie, mais je pense qu'on s'y retrouve quand même. Et sur certains process, on est toujours un peu plus sûr avec la vapeur qu'avec du peracétique qui ne va pas forcément se glisser dans tous les interstices. Après, plus dans les pratiques, comme on l'a dit tout à l'heure, on essaye de grouper les brassins sur une même semaine pour vraiment garder les calories qu'on a récupérées de l'eau chaude. Là, on avait designé un peu des cuves. On a choisi le fournisseur qui proposait des cuves. En gros, on va avoir une cuve filtre pour 2 cuves de brassage. C'est des cuves où on fait brassage, ébullition et whirlpool dans la même cuve. Et celle-ci, on a les 2 mêmes. Ça nous permet de faire 2 brassins quasiment en simultané. On lance un brassin, dès qu'il est en filtration, on lance le deuxième brassin. Et comme ça, on peut vraiment enchaîner 2 brassins dans la journée. Et on fait ça sur une semaine. Donc, ça permet vraiment d'optimiser et les rinçages de l'installation, donc beaucoup moins d'eau, et les gros CIP qu'on fait généralement une fois après la session de brassage, par exemple d'une semaine terminée. Là, on va faire une grosse session CIP avec de la soude. Mais sinon, entre chaque brassin, on fait juste des petits rinçages à l'eau. Donc, ça permet d'économiser aussi pas mal là-dessus.
On empile aussi des brassins dans des cuves. Donc, on a des cuves de 20 hectos, on en a de 40 et on en a une de 60. Celle de 60, ça permet d'empiler 3 brassins, alors que pour le nettoyage, c'est quasiment la même quantité d'eau qu'un 20 hectos, quoi. Donc, ça permet de diminuer par 3 la quantité utilisée par brassin. Et après, dans les gestes, dans les mesures qu'on essaie de prendre, ça va être limiter, optimiser, on va dire, les process. Donc, premièrement, tout ce qui est les freins, donc les pertes de volume aux différentes étapes, parce que plus on va tirer de bière d'un brassin, moins on va utiliser d'eau finalement par litre de bière. Donc là, il y a plein d'étapes qu'on peut optimiser. Ça peut être sur la garde à froid, ça peut être sur la récupération du trub, l'utilisation ou pas de clarifiant. Nous, on a fait aussi un achat de centrifugeuse pour essayer de gagner tirer un maximum de liquide des fonds de fermenteurs. Ça marche plus ou moins bien, mais en tout cas, on essaye. C'est des réglages. Voilà, il y a encore des réglages à faire. Et puis après, c'est optimiser aussi les process pour limiter l'utilisation d'eau. Nous, typiquement, un des gros points d'amélioration, c'est qu'on a un automate sur notre cuverie pour le bloc brassage qui va gérer le rinçage des cuves. Et donc ça va être tout un cycle de rinçage avec des quantités d'eau prédéterminées. Et là-dessus, on va pouvoir gagner encore beaucoup de litres, je pense. Il faut juste qu'on arrive à trouver le temps et la patience de se mettre dessus. Mais c'est mal programmé et du coup, on utilise beaucoup d'eau pour le rinçage des cuves. Et typiquement, là-dessus, il y a des grosses optimisations à faire. Ça peut être aussi sur les volumes du CIP, utiliser vraiment les bons volumes dont on a besoin. Plutôt que de mettre 300 litres dans un CIP, si on n'a besoin que de 100 litres, c'est 200 litres d'économiser. Pareil pour le rinçage du gâteau, pas mettre trop d'eau pour pas qu'on perde de l'eau à ce moment-là, de l'eau qui est souillée après. Et puis, plus généralement, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur la ligne vapeur, sur la ligne d'eau. Ça, après, c'est plus du bon sens. Je crois que j'ai fait le tour un peu là, des améliorations qu'on a mis sur la brasserie. Après, on avait envisagé d'autres choses, notamment sur la partie brassage. On voulait mettre un filtre presse plutôt qu'une cuve de filtration. Donc ça, c'est des filtres type Meura, pour ceux qui connaissent. C'est beaucoup utilisé par les industriels. En gros, c'est un filtre à plaque où on va envoyer, plutôt que d'envoyer du grain concassé grossièrement, là, on va concasser en farine. On va faire un mélange avec de la farine. Et après, c'est pressé très fortement. Du coup, on extrait, déjà, on a un meilleur rendement par kilo de malt. Et puis, en plus, on extrait quasiment toute l'eau. On a un gros rendement d'eau là-dessus. On ne l'a pas fait parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un fabricant européen qui posait des filtres Meura pour des installations de 20 hectos et ça coûtait beaucoup trop cher pour du 20 hectos, ce n'était pas amortissable. Du coup, on n'est pas parti là-dessus, mais ça a peut-être évolué depuis. Et puis, dans les autres améliorations, il y a sur la conception des cuves, ça va être le grain de polissage aussi de l'intérieur des fermenteurs, par exemple, ou des cuves de brassage. Plus c'est poli, moins il y aura de rétention de matière dessus. Typiquement, les fermenteurs, nous, on en a un qui est poly-miroir, les autres, ils sont polis à 0,8, je crois, quelque chose comme ça. Et le poly-miroir, la levure, elle s'accroche presque pas. Et du coup, pour le nettoyage, c'est beaucoup moins de temps de nettoyage et c'est un rinçage qui est plus rapide aussi. Donc ça, après, tous les fournisseurs ne le font pas. Et puis, des fois, il faut demander, c'est un coût supplémentaire, mais on peut s'y retrouver peut-être derrière, quoi. Un autre point aussi qu'on a amélioré, c'est tout ce qui est concassage. Aujourd'hui, on a tout le concassage du malt qui est dans l'ensemble de la brasserie. Idéalement, il faudra avoir une salle close où on a vraiment le concassage et après un système de convoyage en tube fermé qui va directement dans les cuves pour éviter qu'il y ait trop de poussière en suspension qui vienne se poser un peu partout dans la brasserie et qui nécessite du coup après de nettoyer plus souvent l'extérieur des cuves pour pas avoir d'infection ou ce genre de choses. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Merci Maxime, c'est top. Déjà, on a beaucoup d'infos. Enfin, si jamais il y a des choses qui te remontent comme ça, après, il y a peut-être tout ce qui est eau usée du coup.
Sur les eaux usées, on va avoir la cuve tampon. Là, c'est juste un IBC de 1000 litres où on va faire des mesures pH avant de rejeter l'eau. Et après, on a des cuves de méthanisation. Donc là, c'est une société qui nous dépose des IBC aussi de 1000 litres qu'on va remplir avec tout ce qui va être levure, fond de cuve, houblon. Et on a installé des vannes aussi sur notre salle de brassage pour récupérer le fond du trub après le whirlpool. Donc tout ça, ça part en méthanisation et ça évite d'être rejeté dans le réseau. Donc toute la grosse charge organique, là, elle part en méthanisation. Je crois que c'est une quarantaine d'euros par IBC, donc ça a quand même un coût, mais voilà, c'est 40 euros pour un mètre cube à peu près de levure et trub. Maxime, je vois qu'on a une question dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande, Benjamin, qui demande jusqu'à combien de temps on peut garder l'eau pour le brassin suivant. Ça, j'ai envie de dire, ça dépend de la propreté de la cuve et de l'étanchéité de la cuve. Nous, je sais qu'elle est assez bien isolée, donc en termes de température, elle se garde assez longtemps. Vu qu'elle rentre dans la cuve à 80 degrés, elle est quasiment stérile. Après, c'est sûr que si on la garde 3 mois, et puis s'il y a les UV qui peuvent rentrer dedans ou ce genre de choses, on peut avoir la prolifération d'algues. Ce sera peut-être pas terrible, mais en tout cas, nous, on peut la garder 1 mois sans souci dans la cuve, quoi. 1 mois? Ah oui, donc ça donne déjà une bonne marge de manœuvre, je pense. Alors après, ça dépend, je pense, de plein de paramètres. Si on la filtre ou pas avant, comment est la qualité de l'eau du réseau, la qualité de la cuve, etc. En effet, mais plusieurs jours, ça c'est sûr. Et Maxime, tu peux nous rappeler aussi pour la désinfection de tes eaux dans la cuve tampon, c'est un filtre, c'est ça que tu as mis? On a 2 filtres, donc c'est des filtres à cartouche. On a un premier filtre, c'est un filtre grossier à particules qui va retenir tout ce qui est sable, les gros éléments, on va dire. Et après, on a un filtre à charbon qui va permettre de retenir les éventuels pesticides, les éventuelles traces de chlore. Okay. Donc ça permet d'avoir une eau qui est assez propre en sortie. Ça marche. Après, nous, on a une eau qui est très peu calcaire, donc on n'a pas de traitement spécifique là-dessus et on endommage peu notre matériel. Après, sur des zones où il y a beaucoup de calcaire, il y a peut-être d'autres solutions à trouver, mais plus de nettoyage dû à ça aussi. Voilà. Et donc, comme tu l'as dit, tous ces équipements, donc un grand nombre d'équipements hydroéconomes, économes, que tu as mis en place donc, au niveau du aménagement du nouveau local, donc voilà, en matière de réorganisation. Est-ce que tu as pu bénéficier de dispositifs d'aide particuliers pour ces équipements-là? Oui, alors le plus gros qu'on a eu, c'était le FEADER. Oui. Donc là, on a eu une aide, c'était la mesure 422. Là, c'était à l'époque, ils prenaient 40% du prix des équipements. Donc, il y a plein de conditions à remplir, mais c'était 40% des équipements en subvention. D'accord. Ouais. Donc, c'est des subventions qui arrivent plusieurs années après. C'est des gros dossiers qui sont quand même assez lourds, assez complexes. Par contre, sur des investissements comme ça vaut vraiment le coup. Clairement, nous, on n'aurait pas pu acheter tous ces équipements sans cette mesure-là, quoi. Et après, il y a les CEE. Ça a été un peu plus flou. Suivant les fournisseurs, comment ça s'agence, on n'a pas forcément eu le droit à ce qu'on voulait, soit parce qu'il y avait des pseudo-magouilles, soit parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas eu les interlocuteurs, mais c'est eux, on a eu le droit à quelques trucs, mais c'est un peu flou quand même comme mesure. Il y a des choses qui ont sauté. Ouais, c'est bien ce que je redisais, pour les aides financières, ça peut être assez complexe. Donc, c'est pour ça, vraiment, pour ces étapes-là, Chambre des métiers, on peut toujours vous informer. En tout cas, le FEDER, donc une aide assez intéressante. Les CE, c'est un peu plus compliqué avec les fournisseurs. Il y a des critères à respecter, bien sûr. Mais voilà, ça fait quand même une piste. Je crois qu'on avait aussi une question, peut-être à laquelle... Puis sur les aides, il y a vraiment une temporalité à respecter. Il ne faut pas faire les achats. Voilà, il y a vraiment tout un processus, donc il faut se renseigner avant de commander ou de signer des devis, etc. La demande d'aide, bien sûr, en amont, donc prendre quelques mois en avance afin de pouvoir monter le dossier qui passe en comité et d'avoir le temps de l'acceptation. Donc, toujours faire la demande d'aide avant d'avoir engagé une dépense ou signer un devis, bien sûr. Au niveau, pareil, pour revenir sur tes consommations, en termes de consommation en mètres cubes d'eau, tu as combien par mois, semaine ou
Alors, en mètres cubes d'eau, alors en litres, j'ai fait le calcul tout à l'heure, là, en litres d'eau par litre de bière, on est à 5,8 Ok, litres très bien. d'eau par litre de bière, sachant que je pense qu'on peut gratter presque 0,5 rien que sur l'install de brassage et les rinçages. Oui. Et après, il y a sûrement d'autres pistes d'amélioration. Ok, Après, ouais, en conso d'eau, on peut faire le calcul, on a fait à peu près 1000 hectolitres. tu es en dessous de la moyenne, hein, 5 litres. Ça reste en dessous de la moyenne qui est à peu près de 7 litres hein, par litre de bière produit. Donc voilà, c'est Ouais, ça fait 600 mètres cubes, quoi, à peu près, en gros, par an. Ok, ça marche. Ouais. Donc un gros volume pour les brasseurs en consommation d'eau. Au niveau des questions, donc là je lis un peu dans le chat. Donc comment désinfecter les eaux de refroidissement donc en circuit fermé. Donc ça on l'a vu dans la cuve, il y a des filtres qui peuvent être mis en place. Tac tac, allez, si tu en avais une je crois. Et je crois que les questions ont été répondues pour la plupart. Ouais, voilà. Comment savoir si mon échangeur pour le refroidissement est bien dimensionné? Donc ça, on le rappelle, il y avait des préconisations sur la slide. C'est une température de mou, voilà, une température sortante de l'eau comprise entre 50 et 60 degrés et une consommation de litres d'eau entre 1,2 et 2 litres par litre refroidi. Puis N'hésitez ça, pas. faut pas hésiter. Pardon, je te coupe, mais faut pas hésiter à contacter les fabricants d'échangeurs à plaques, par exemple. Oui, voilà. Faut donner les paramètres. Température d'entrée du mou, température voulue de sortie, température de l'eau de refroidissement en entrée, et ils vous donnent vraiment tous les calculs et puis les bons dimensionnements d'échangeurs, quoi. D'accord. Donc, n'hésitez pas à reposer vos questions dans le chat si ce n'est pas déjà fait dans la question. Je vais en profiter peut-être. Il en reste une. Si je peux me permettre juste, Rémi, il en reste une petite. Ça sera la dernière, après on passera à la suite. Mais il y a Rémi Flacha qui demande si le niveau de consommation d'énergie, Maxime, niveau consommation d'énergie, tu as gardé la même avec ton nouvel équipement? Pardon, je ne l'avais pas. Aucune idée, pour être honnête. Il faudrait que je fasse les calculs, mais vu qu'en fait on a augmenté, on a fait x4 sur nos volumes de production, il faudrait que je ramène, parce que maintenant du coup on a une partie gaz qu'on n'avait pas avant. Avant on était en full électrique. Là maintenant on a une partie électrique, une partie gaz. Du coup, il faudrait que je fasse les calculs et puis. On va attendre quelques exercices. Manque de temps. Ouais. On va attendre d'avoir la donnée qui se dessine avec les années et pour avoir une réponse plus claire plus tard. C'est ça. Ok. Top. Mais oui, il faudra le rapporter à l'hectolitre et disons qu'on n'a pas du tout. Avant, on avait des cuves non isolées, donc on faisait toutes les désinfections par vapeur avec un petit générateur vapeur électrique. On a une grosse consommation d'électricité là-dessus. Aujourd'hui, on fait les désinfections avec CIP classique, donc sur du peracétique. Donc on va moins avoir de conso électrique là-dessus. Par contre, on a la chauffe gaz des cuves, alors qu'avant, on était en chauffe direct électrique. Il y a plein de paramètres qui ont changé, donc c'est dur à dire. Il faudrait vraiment calculer le nombre de kilowattheures par litre de bière produit. Pas le temps de faire ça pour l'instant. Bon, merci en tout cas, Maxime, pour cette intervention riche d'enseignements. Merci, Maxime. C'est super d'avoir avec plaisir. Merci bien. De venir échanger ici. Et donc, merci à toi. Voilà. Rémi, tu veux reprendre la main? C'est ça. Donc, pour terminer, donc à l'issue de ce webinaire, je vais vous présenter donc rapidement les outils que la Chambre des métiers propose pour vous accompagner dans vos projets. Donc, il y a plusieurs diagnostics qui sont gratuits. Par exemple, vous avez les diagnostics 360 qui sont des diagnostics plutôt généraux, axés donc soit sur l'eau, soit sur l'énergie, ou alors sur les thématiques environnement global. Donc, ça peut être déchets, mobilité, consommation d'eau, d'énergie, label, etc. C'est des petits diagnostics qui se font sur 1 heure, donc avec vous à distance ou en présentiel, et à l'issue desquels vous avez donc un plan d'action personnalisé pour mettre en place des actions pour réduire les consommations, avoir des idées sur les dispositifs d'aide éligibles, ou voilà, des pistes d'amélioration. Vous avez aussi des diagnostics plus poussés, comme le diagnostic flux, par exemple, qui lui va vraiment analyser en détail chacun de vos postes de consommation, eau, énergie, déchets, matières premières, sur plusieurs jours. Et donc là, voilà, il est plus poussé, il va plus en détail, plus dans les données.
Et enfin, vous avez d'autres diagnostics comme le diagnostic éclairage qui va viser à mettre en valeur donc l'éclairage sur votre point de vente, par exemple, avec des éclairages basse consommation pour mettre correctement en valeur vos produits. Et également, donc, tous ces dispositifs-là sont gratuits. Vous avez donc un livrable personnalisé avec des informations, notamment sur les dispositifs d'aide pour vos projets d'investissement et de travaux, par exemple. Voilà, donc ils se font sur l'entièreté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour ça, pareil, je vais vous mettre un dernier sondage si jamais vous êtes intéressé donc, par un diagnostic. N'hésitez pas donc à soumettre votre réponse, on vous recontactera pour planifier d'un rendez-vous. Hop, donc voilà, il s'affiche à l'écran normalement. Voilà, donc je vous laisse répondre. Ceux qui disent, voilà, diagnostic énergie, diagnostic eau, vous serez recontactés, même autres, n'hésitez pas, on vous recontactera pour la suite. Auquel cas, vous avez quand même nos mails là, en dessous de slide, donc n'hésitez pas, pour toute question, pour tout renseignement ou pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter, Alexis ou moi, on se fera un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, c'en est tout pour la présentation. Je regarde s'il n'y a pas eu d'autres questions, sinon on pourra mettre fin au webinaire. Alexis, tu veux rajouter quelque chose? Écoute, non, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre attention et merci encore à Maxime qui a pris le temps de venir nous présenter sa gestion de l'eau. C'était vraiment très intéressant. Donc, merci encore. Exactement. Et très bonne fin de journée. Merci Maxime, merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.